tous, on est en direct du Spot Coworking ce soir pour la Webtable. Donc comme vous le savez, le Spot Coworking est une association qui a fait le choix de travailler avec des partenaires privés. Donc on va commencer par remercier nos sponsors. Donc Orange qui nous accompagne pour la partie digitale et entrepreneuriat au féminin, le EDF pour la résilience et le développement durable et la MGPS pour le développement local et la santé. Donc merci à nos sponsors de nous accompagner. Je tiens à préciser qu'on est une association auquel vous pouvez adhérer pour devenir membre et bénéficier de toute la communauté du support du Spot. Alors, il se trouve que ce soir, on a un petit problème de courant. J'espère que ça ne va pas couper. En tout cas, restez bien connectés, on reviendra immédiatement. Voilà, donc bienvenue à cette première édition de la Webtable. Je suis Florence, je suis la fondatrice de Tandem Office. Donc, j'aide les entreprises à trouver des solutions digitales pour la gestion administrative. J'ai également sorti un e-book, les 10 outils pour gagner du temps au bureau. Et je suis également la fondatrice d'une solution qui s'appelle Tandem App, qui est le secrétariat virtuel des pros qui veulent gagner du temps. Donc, je vais laisser mes compères du digital se présenter. Et ensuite, on fera la présentation de Anne-Sophie Léniel de iPayzat qui nous fait l'honneur de s'asseoir avec nous ce soir pour la première Webtable. Eh ben, c'est moi. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation à la Webtable. Très content de faire partie de cette première édition et en espérant qu'il y en aura plusieurs. Moi, c'est Adrien Cressin. Je suis fondateur de l'agence Click et Bim, une agence digitale où on aide les petites entreprises à trouver des clients grâce à leur communication digitale. Donc, ce qu'on met en place, c'est une stratégie digitale qui va permettre de mettre des bons messages sur les bons supports, donc de la publicité Facebook ou de la publicité Google Display, par exemple. Et on va surtout mettre ça devant les bonnes personnes, cibler les bonnes cibles avec les bons mots pour montrer justement au client combien ça lui rapporte. Derrière, on va mettre ça face à une métrique qui est rapporteur de business. En fait, on va pouvoir lui dire combien sa communication lui a rapporté à chaque fois. Donc voilà ce qu'on met en place. Et puis, je laisse mes autres compères du digital se présenter. Bonsoir à tous, moi c'est Boris Pozzo, je suis cofondateur de Jobla, et donc Jobla qui est une plateforme de recrutement aux Antilles-Guyane, et de Flash qu'on a lancé, on a fait une refonte aujourd'hui, donc une plateforme qui permet de mettre en relation les travailleurs indépendants avec les entreprises. Donc avec Jobla, on a constaté qu'il y avait un type de contrat qui se démarquait pas mal, c'était le freelancing. Donc il faut savoir qu'en 2019, il y avait 930 000 freelances en France. C'est-à-dire plus de 50 000 freelances chaque année en France et une croissance de 145% freelance depuis 10 ans et qu'on peut voir ici aussi sur notre territoire avec la multiplication des espaces de coworking et qui travaillent dans les espaces de coworking, mais ce sont généralement des travailleurs indépendants. Pas que, bien évidemment. Et donc voilà. Bonsoir, moi c'est Julien Danant, CEO du Startup Studio, le premier Startup Studio de la Guadeloupe, qui s'appelle GoGoGo Studio. Notre mission, c'est d'aider les PME, TPE à optimiser et digitaliser leurs process et les porteurs de projets à les aider à passer de 0 à 1, le tout en utilisant des technologies no-code, des technologies qui ne requièrent pas le besoin de coder. Donc voilà. Alors, je vais laisser Anne-Sophie se présenter, mais du coup, dans ta présentation, j'aimerais bien que tu lèves un mystère, à savoir, est-ce qu'on dit « I pay that » ou est-ce qu'on dit « I pay that » Ou « I pay that ». Voilà. Tout d'abord, merci Florence de m'accueillir au Spot ce soir et de me permettre de présenter I pay that. Voilà. Tout le monde le prononce de manière différente. On a même des clients qui, quand on les appelle, disent « Ah, comment? Aïe patate ?» Donc, on a vraiment tout. Je ne sais pas si on a très, très bien baptisé cet outil, mais en tout cas, il est très performant. Donc, je suis Anne-Sophie Léniel, je suis CEO d'iPaydat. Et iPaydat, c'est quoi? C'est un outil qui permet d'automatiser la préparation de la comptabilité. Donc, en fait, quand on est entrepreneur, vous le savez tous, la compta, c'est une obligation. Et pourtant, on n'aime pas ça. C'est fastidieux.
Et l'expert comptable nous court souvent après, en fait, pour récupérer les pièces comptables. Savoir une pièce comptable, c'est quoi? C'est un justificatif d'une transaction bancaire. Donc une facture, une facturette, une note de restaurant, que sais-je. Et ça se perd, ça s'égare. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les espaces fournisseurs, elles arrivent à plus de 80% sous forme digitale. Donc nous, en fait, on a des algos, des robots, qui vont chercher de manière automatisée ces pièces là où elles se trouvent, donc dans vos boîtes mail principalement. Et après, on fait du rapprochement bancaire pour s'assurer qu'on a bien toutes les pièces. Et ensuite, on associe ça, on transforme tous ces éléments en écriture comptable de manière automatique et on les envoie à l'expert comptable à votre place. Voilà. J'espère avoir été claire sur ce point. Alors, dans mon e-book, effectivement, c'est un outil que j'ai testé, dont j'ai fait la promotion et que je propose aujourd'hui aux entreprises avec lesquelles je suis amenée à collaborer. Est-ce que tu peux, enfin, les personnes qui me connaissent et qui savent que dès qu'on parle d'automatisation, je suis aux aguets, est-ce que tu peux nous raconter quelle est l'histoire d'IPZAT, comment c'est né, et comment vous avez introduit votre solution sur le marché, mais surtout, comment vous arrivez à faire comprendre aux entrepreneurs que ce serait une plus-value pour eux? Moi, en tout cas, de mon côté, de mon ressenti sur le terrain, j'ai la sensation que les personnes restent encore dans un système où ils sont confortables et c'est effectivement très difficile d'expliquer l'opportunité qu'est l'automatisation. Et j'aimerais bien que tu nous racontes cette histoire-là. Alors nous, on n'est pas très vieux, on a juste 3 ans. On a 3 ans et on a 2500 entreprises clientes et 20 000 utilisateurs à ce jour. Comment on a fait et comment on est né? Enfin, surtout d'abord, en premier, comment on est né. C'est un outil à destination des entrepreneurs et conçu par des entrepreneurs. C'est un outil de vulgarisation de la comptabilité. Parce que comme je le disais précédemment, la comptabilité, c'est chiant. Voilà. Personne n'aime faire les factures. Donc, et tous les outils disponibles sur le marché sont des outils réalisés par des éditeurs de logiciels à destination des experts comptables. Ça veut dire que quand on est entrepreneur et qu'on prend ces outils en main, c'est très compliqué. Donc, nous, on s'est placé de l'autre côté, dans nos bottes d'entrepreneurs. Et cet outil, il a été conçu parce qu'il y avait une pénibilité rencontrée en tant qu'entrepreneur. Donc en fait, il a été conçu à l'issue d'une autre entreprise. En fait, le fondateur a rencontré cette problématique de compta et pour la contourner, il a décidé de coder un algo pour aller récupérer, pour aller scraper sa boîte mail et récupérer toutes ses factures en une seule fois, une fois dans l'année. Et c'était, on va dire, les prémices d'IPDAT. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table de savoir les solutions que vous utilisez, vous, de votre côté, pour la facturation et la comptabilité? Oui, carrément, parce qu'en plus, je suis curieux parce que je ne connaissais pas la solution IPZAT. Et parce que moi, j'utilise actuellement QuickBook, que je trouve déjà pas mal, parce que justement, ça permet de... dès qu'on a une donnée dans la banque, de la régler et puis d'enregistrer. Et puis du coup, ça se fait automatiquement quand il y a cette donnée-là qui rentre, la classer automatiquement dans ce compte-là. C'est ce que je trouvais pas mal. Mais après, je lui trouvais aussi pas mal de limites, notamment pour mes notes de frais, par exemple, où j'ai du mal à les relier directement et je dois justement trouver des solutions avec, je fais un scan avec mon Evernote, ensuite ça rentre avec un Zapier pour que ça revienne là-bas et c'est un peu galère. Arrête. T'as une solution pour moi, Anne-Sophie? Arrête tout et viens chez nous, en fait. On est la solution, en fait, vraiment la plus complète du marché. Tu me parles de QuickBooks. QuickBooks, pour nous, c'est une brique métier, c'est-à-dire qu'on a inclus dans notre suite de produits un éditeur de facture. Si le client possède déjà son éditeur de facture, on se plug sur son éditeur de facture, on est compatible avec plus de 300 éditeurs de facture. Ça, c'est un premier point. Si je comprends bien, mes factures, elles peuvent ne pas changer, rester inchangées aujourd'hui. Tu peux garder ton éditeur. Voilà, tu peux garder ton éditeur de facture sans problème. Ensuite, pour cet aspect note de frais,
pareil, on se frotte à des... C'est un marché ultra concurrentiel. Souvent, cette option est largement facturée chez les concurrents. Nous, on est plutôt bien placé en termes de prix et surtout, on permet quelque chose que très peu permettent, c'est de déchirer ta note de frais une fois que tu l'as capturée. C'est-à-dire qu'on garantit l'inaltérabilité du fichier capturé et son stockage coffre-fort. Donc, tu peux déchirer tes tickets. Et donc ça, c'est intégré dans la suite de produits iPadat. Voilà. Donc, fais un essai, on a 14 jours gratuits, c'est le bon moment. J'ai déjà envie de passer le pas et d'utiliser iPadat. Nous, du coup, on a commencé avec Henri, parce que tout le monde utilise, tout le monde l'a utilisé au moins, je pense. Après, on est passé sur QuickBooks, effectivement, par rapport aux apps. Mais en t'écoutant là, j'ai envie de dire, mais pourquoi j'utilise toujours QuickBooks, quoi. Donc, alors c'est fou parce qu'il faut savoir qu'en préparant ce live, quand je leur ai dit qu'on allait effectivement faire le live avec iPadat, ils m'ont dit « Ah non, mais moi, j'ai QuickBooks, c'est génial, j'ai envie de savoir ce que propose cette solution, parce que moi, voilà. » Et de vous entendre comme ça, entendre tout mielleux, « Oui, iPadat, c'est trop cool, je veux passer », alors que je me suis littéralement battue pour imposer mon idée, ça me fait plaisir. Toi, Julien, tu utilises quoi ? Du coup, QuickBooks, mais je vais revenir sur ce que tu disais. En gros, la force d'iPadat, c'est qu'il balaie tout le champ lié à la comptabilité, que ce soit la facturation, les notes de frais, comme la problématique d'Adrien, et relié à une banque et Exactement. Okay. Donc nous, on a vraiment un ADN hyper ouvert. Donc notre idée, c'était de s'intégrer là où il y avait un manque chez le client. Et de fournir un maximum de services pour ceux qui n'avaient pas beaucoup d'outils. Notre cible initiale, c'était vraiment la start-up, le freelance, la petite TPE. Et souvent, il y a vraiment un gros manque d'outils dans ce type de structure. Et ils ne veulent pas non plus dépenser des budgets hallucinants. Donc, on a essayé on est même en train d'inaugurer un nouveau produit cette semaine. Il est en version bêta depuis quelques jours sur iPadat et on va l'inaugurer normalement 1er novembre. C'est en fait un logiciel de pilotage de trésorerie. En fait, une fois qu'on a récupéré toutes ces pièces comptables, on a tous les flux, ils sont catégorisés, puisqu'on sait si c'est une dépense marketing, une dépense de déplacement, ou bien des frais de représentation, ou le loyer par exemple. Et une fois qu'on a tous ces éléments, eh bien, après on traite cette data et on la restitue sous forme de graphique. Et après on peut jouer avec ce graphique, faire des hypothèses d'investissement ou de changement de stratégie. Ça permet d'aller voir son banquier plus facilement avec des éléments. Et quand on n'est pas très très à l'aise avec les chiffres, c'est un gros avantage. Voilà. Est-ce qu'on peut facturer un client avec Oui, iPadat, on a un outil de facturation. Directement depuis. Tout à fait. Ok. C'est complètement personnalisable. Tu peux ajouter ton logo, tu peux avoir ton propre système de numérotation. Tout est disponible pour les Antilles. Okay, exactement. D'accord. Moi, j'ai une autre question concernant mon process actuel qui est à chaque fin de mois, j'essaie de le faire chaque fin de mois, c'est d'aller chercher toutes les factures que je suis supposé avoir, mais elles ne viennent pas forcément sur ma boîte mail, parce que une facture Orange ou une facture EDF, ça ne vient pas forcément sur ma boîte mail. Du coup, est-ce que là, si ça ne vient pas sur ma boîte mail, je dois quand même faire la démarche ou là... Alors, bonne question. Je suis passée rapidement sur ce point quand j'ai présenté iPadat. Effectivement, toutes les factures digitales n'arrivent pas forcément dans votre boîte mail. Il y a des fournisseurs qui n'envoient pas les factures, tout simplement pour qu'on retourne sur leur site et avoir du trafic et vendre ce trafic à en tant qu'annonceur. Voilà. C'est pénible. Amazon, c'est le cas. On a tous des serveurs AWS. Facebook, les factures Facebook, c'est ultra pénible pour la publicité. Tu dois bien connaître le problème. T'en as 2 par jour. C'est hyper contraignant. Tout ça, nous, on a ce qu'on appelle des collecteurs. C'est-à-dire que c'est des robots, des algos, qui vont chercher toutes les 30 minutes dans les espaces fournisseurs les factures pour toi.
donc tu n'as plus besoin d'y aller. On les importe directement. Donc tu peux me donner ton RIB et je t'inscris directement. Je vais entamer les 14 jours d'essai dès demain. Voilà. Alors, il y a un point que je trouve qui est important et qu'on n'a pas souligné, c'est qu'on peut connecter iPesat à la banque. Oui. Alors, effectivement, c'est ce que j'expliquais au début. En fait, je l'ai peut-être survolé, cette notion de rapprochement bancaire qui est très comptable finalement. Une fois qu'on a en fait récupéré toutes ces factures, toutes ces preuves d'achat, parce que ça peut aussi être des tickets, on a une application donc, pour les notes de frais, on fait l'indemnité kilométrique également dans notre note de frais, très intéressant, qu'on peut affecter à des missions bien particulières et donc facturer des clients avec ça. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Effectivement, il y a cette notion de rapprochement bancaire. Pourquoi on l'a inclus dans notre service? Tout simplement parce qu'en fait, c'est super d'automatiser, mais automatiser sans avoir la certitude qu'on a récupéré la totalité des pièces, les écritures font foi en fait, ça n'a aucun intérêt. Donc, nous, on n'apporte pas uniquement l'automatisation, on apporte la sécurité et la tranquillité d'esprit de se dire, en fait, ça y est, c'est bon, j'ai tout fait. Et en fait, on voit très bien quand on se connecte sur iPesat, on a une barre de progression et on voit très bien les factures qui sont traitées, qu'est-ce qui manque comme facture. Et une fois par semaine, l'entrepreneur reçoit des alertes quand il y a des pièces manquantes et qu'il doit les ajouter. Parce qu'une écriture qui n'a pas sa pièce associée, c'est soit une dépense qu'on a fait avec la mauvaise carte et qu'on doit rembourser, soit une facture qu'on a oublié d'ajouter dans le système. Parce qu'effectivement, on peut recevoir des factures papier, on peut avoir un ticket qu'on n'a pas scanné ou des choses comme ça. Voilà. Donc nous, ce qu'on a à faire, si je comprends bien, c'est juste dire à iPesat, tiens, je viens de souscrire à cet outil-là, ne l'oublie pas, et je vais avoir des rappels et il va aller chercher. Exactement. Waouh. Pour moi, à ce jour, iPesat, c'est la solution que j'ai testée qui est la plus complète. Donc pour faire un résumé pour les personnes qui ne sont pas très aware ou très à l'aise avec peut-être le vocabulaire qu'on emploie, iPesat est une solution d'assistance comptable totalement automatisée qui met en place des collecteurs dans votre entreprise, enfin dans votre organisation, donc dans vos espaces clients, dans votre boîte mail, dans votre dossier Dropbox, voilà, dans votre dossier par exemple Dropbox, qui va chercher automatiquement les factures, qui fait le rapprochement bancaire tout seul. La seule chose que vous avez à faire une fois que le paramétrage est fait finalement, c'est de lui donner, de le nourrir finalement avec les factures qui sont manquantes. Exactement. Et alors, petite nouveauté qui va intéresser les ultra-tech qu'on a autour de nous, c'est qu'en fait, on a fait une intégration Slack. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de sortir de ton environnement de travail. Si tu reçois une facture Facebook, je ne sais pas, une facture qui n'est pas dans tes mails et que tu as par exemple un collaborateur qui vient de faire un achat et il reçoit la facture, mais sa boîte mail n'est pas connectée. Et en fait, il suffit de la drag and drop, donc de la glisser-déposer dans la chaîne Slack, et elle arrive dans le système. Du coup, j'ai un autre cas d'usage. Alors là, on est tous dans le milieu digital et tout, on ne fonctionne pas autrement. Mais en Guadeloupe, aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans le digital et qui utilisent encore des factures papier. C'est quoi la valeur ajoutée de iPesat pour eux, par exemple? Alors, quand tu parles de facture papier, tu parles de factures genre des bons écrits à la main ou des factures qu'on enverrait, qui seraient éditées quand même de manière digitale, mais pas envoyées par mail. Voilà, par exemple, ce cas d'usage, par exemple. Alors, on va dire que l'OCR détecte assez mal les écritures humaines, donc je vais pas te mentir, j'ai des taux d'échec assez élevés sur, par exemple, les notes de taxi à la main, les choses comme ça, ou les bons d'intervention, des choses comme ça. On n'est pas hyper bon parce qu'en fait, on a tous une écriture différente et c'est que ça, c'est compliqué. En revanche, si c'est des factures reçues papier, là, c'est vraiment zéro problème. Il suffit même que tu aies, par exemple, un scanner. Nous, à chaque fois qu'on a un client qui s'inscrit, on lui attribue une adresse mail. Et en fait, il a juste à paramétrer son scanner de bureau sur cette adresse. Il glisse toutes les factures qui arrivent papier et ça atterrit pareil sur son système iPesat. Donc du coup, le prérequis minimum, c'est au moins de scanner. D'avoir un scanner. Ok. Ouais. Alors, en parlant de sujets qui fâchent,
Oui. On pourrait dire, est-ce que nous, en termes de banques locales, guadeloupéennes et dans les dom-toms en général, donc les banques régionales, est-ce qu'on peut dire qu'on est un peu lésé par rapport à ces solutions-là? Alors, on travaille là-dessus. J'ai posé, pour préparer l'entretien d'aujourd'hui, j'ai posé toutes les questions à mes techs. Il ne faut pas croire que vous êtes seul concerné. En fait, c'est juste que les petits territoires n'ont pas forcément d'accès aux mêmes services au niveau bancaire. Nous, on utilise, pour faire le rapprochement bancaire, un agrégateur qui s'appelle Banking. Il n'y a pas d'accord avec les banques locales, ici, avec les caisses régionales des banques nationales françaises. C'est à déplorer, mais c'est comme ça. Pour l'instant, on ne peut rien y faire. C'est la même chose pour le Luxembourg, par exemple. Le pays est trop petit. Ils estiment que c'est un territoire qui coûte trop cher à développer pour contourner, en fait. Mais on a des solutions. Ça veut dire que vous recevez vos relevés papier ou digitaux, suivant. Il suffit juste de les importer sur iPad. Ah, ça, je ne savais pas, par contre. Voilà, et ben, on a la solution. On peut tout à fait intégrer manuellement des relevés. Donc, en fait, notre CR va faire le même travail de détection que sur les factures, mais là, il sera paramétré pour le faire sur vos relevés. Et on pourra, de la même manière, faire du rapprochement bancaire. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour parler de la partie bancaire, je pense nous faudrait un débat long de plusieurs jours, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe aux questions-réponses qu'on nous a envoyées? Enfin, non, aux questions qu'on nous a envoyées plutôt. Non, on a vu que c'était complexe, mais genre, j'ai envie de dire, est-ce que derrière, on a besoin d'un comptable alors? Vu que ça fait déjà... Alors aujourd'hui, nous, on n'est pas du tout en frontal avec les comptables. Au contraire, on a un réseau de comptables qui utilisent et qui préconisent notre solution pour fluidifier en fait le rapport et la collaboration avec leurs clients les plus pénibles, selon eux. Donc ceux qui ont besoin d'aide en fait pour être ordonnés, on va dire. Ils n'ont pas encore cette notion fondamentale de se dire que c'est pénible d'aller récupérer des factures, parce que pour eux, ils font ça toute la journée et oui, c'est pas difficile. Ils n'en ont pas conscience. Mais effectivement, aujourd'hui, la profession d'expert comptable est une profession réglementée et protégée, donc aller jusqu'au bilan, en fait, c'est une nécessité. On est obligé d'utiliser un expert comptable. Demain, si la loi change, on verra. Si on change de stratégie commerciale, on verra. Mais pour le moment, nous, suite en fait, à la récupération de ces pièces, on édite les différents journaux comptables, on édite les écritures. Si l'expert comptable collabore avec vous sur l'outil, il peut importer son plan comptable, ce qui permet d'imputer directement, je ne sais pas si c'est compréhensible pour les novices en compta, ça va. mais d'imputer et de catégoriser les dépenses. Ça veut dire que, par exemple, telle facture va être imputée à telle catégorie comptable. Voilà. Donc ça permet d'avoir une utilisation très avancée aussi d'iPad pour les comptables. Et donc, en fait, le comptable ne va plus effectuer que de la vérification. Du coup, Voilà. Ce que tu es en train de dire, c'est que iPad simplifie aussi le travail des comptables. Oui. Ok. On va trouver un défaut, les gars, on va trouver un défaut. Non, après le défaut, je pense que ce qui pourrait faire peur, c'est un peu ce qu'on a vu avec Uber et les chauffeurs de taxi. Mais moi, à mon avis, c'est juste que ça permettra aux comptables d'élever le niveau de leurs prestations, de proposer plus de temps de faire du bon conseil derrière. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, déjà, sur le personnel comptable, les collaborateurs comptables qui font uniquement de la saisie, il y a énormément de turnover parce que c'est pénible. Vous imaginez, saisir des pièces comptables toute la journée, il y a mieux quand même à faire dans la vie. C'est pas cool. Donc effectivement, ça leur permet déjà de garder leur personnel, parce qu'ils ne font plus ce genre de tâches, ils font juste de la vérification. Ils n'ont pas à harceler les clients, parce qu'ils courent après des pièces comptables manquantes. Donc ça, c'est un vrai gain et c'est une vraie optimisation de la collaboration, une fluidification, une amélioration des rapports clients. Ça, c'est un deuxième aspect. Et puis, surtout,
il y avait déjà eu une vague d'automatisation, on va dire, c'est-à-dire qu'ils sous-traitaient la saisie dans des pays avec de la main-d'œuvre à bas coût. Hein. Donc en termes de sécurité, on n'était pas du tout au rendez-vous. Ils avaient déjà des axes d'optimisation, on va dire, sur ce type d'activité. Voilà. Ok, donc sans transition. Une question de Lily qui nous demande: je cherche un outil capable de déclencher l'envoi de courrier automatiquement. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quelle est la nature du courrier, qu'elle est envoyée automatiquement par voie postale, envoyée automatiquement par voie dématérialisée. Il y a plein de... cette question est intéressante tout en étant en même temps vague, parce qu'au final, c'est quel type de courrier? C'est de la facturation, c'est du recouvrement. Donc Lily, je ne sais pas comment répondre à ta question si tu es en ligne. Mais du coup, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si c'est de la facturation ou du recouvrement, il y a des outils qui permettent de le faire, donc comme les solutions d'IPZ. D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé si vous faites le recouvrement. On ne fait pas le recouvrement, mais comme on fait du rapprochement bancaire et que tu peux connecter ton logiciel de facturation ou utiliser celui d'iPaydate, dès qu'une facture est non payée, tu as la possibilité effectivement de faire de la relance automatique. Voilà. Donc, mais on ne fait pas de relance pour impayé. En revanche, on a un partenariat, ça veut dire qu'on a un bouton sur notre dashboard, RubyPayer, où tu peux céder ta créance, c'est-à-dire que tu consens à percevoir moins que le montant que tu as facturé, mais par contre, c'est un organisme externe qui va aller récupérer l'argent pour toi. Voilà. Donc Lily, pour répondre à ta question, c'est totalement automatisable, mais ça dépend de la nature de ton courrier. En fait, quand tu fais de l'automatisation, on réfléchit en termes de workflow. Il faut qu'on sache exactement quelle est la nature de la pièce, où tu vas la chercher et où tu veux aller. Et à partir de ça, tu mets un petit message que tu dis à un robot. Et le message que tu lui dis, c'est quand tu as ça, donc tu fais ça. Mais pour faire ça, il faut que tu saches d'où part ta facture, où est-ce qu'elle va, et voilà. Après, si je connais pas en termes de courrier si c'est du courrier physique, mais si c'est de l'envoi de courrier automatique, on peut peut-être citer juste quelques solutions d'emailing où tu as de l'automation. Oui, alors si c'est par voie postale, moi quand je travaillais sur Maileva, qui permettait d'envoyer les courriers par voie postale automatiquement. Voilà, donc à voir si ça peut correspondre. Voilà, et sinon par voie... Mais sinon, en emailing, il y a beaucoup d'outils Mailjet, Mailchimp. Le premier, le plus accessible, je pense, si on commence là-dedans, c'est Mailchimp, qui est gratuit pour les petits volumes. Voilà, pour les petits volumes d'envoi. Light, ouais, MailerLite. C'est pas grave. La Mailjet aussi, la version un peu supérieure de Mailchimp. Tu as SendGrid. Sendinblue. Très bien aussi. Donc, en gros, il faut vraiment aller voir tous ces outils-là et voir pourquoi tu en as besoin. Et puis derrière, la réponse se fait. Et sinon, un bon vieux Gmail aussi, ça peut faire l'affaire. Ah oui, moi j'ai un outil sur Gmail qui s'appelle Mixmax et qui me permet de créer des scénarios et d'envoyer des emails automatiquement. Donc, faut faire attention quand même à pas griller ton nom de domaine. Non, j'en vois pas beaucoup par contre. Bon, je fais pas des sessions d'emailing avec mon email, non. Alors, deuxième question. D'ailleurs, sur Mixmax, tu peux avoir intégré des call to action, des boutons, etc. Ah oui, c'est bien ça. C'est vraiment du coup, ça permet d'éviter justement les mails. Oui, non, je suis pas dispo. Ouais. Okay. Alors, Jessica, je recherche un outil pratique pour de la prospection client. Alors, moi, je peux répondre. Donc après, ça dépend encore comment on se situe. Est-ce que c'est de la prospection massive ou est-ce que c'est de la prospection un par un? On va commencer à trouver ses nouveaux clients, tout ça. Si c'est le départ, moi je commencerai au plus simplement possible, et pour chaque outil et pour chaque nouvelle chose qu'on engage, pour chaque nouveau projet, c'est à chaque fois j'essaie de faire ça, commencer le plus simplement possible pour venir ajouter des choses derrière et pas commencer par un outil super complexe qu'on va mettre beaucoup de temps à configurer pour au final utiliser 5% de l'outil. Donc pour la prospection client, moi ce que
j'utiliserai au tout début, c'est un simple Trello en fait qui me permet de juste classer tous mes leads entrants, enfin tous les nouveaux clients que je compte aller chercher et de les catégoriser et en termes de leur mettre une notation sur ok, j'ai eu un premier retour par rapport à ce mail-là ou par rapport à ce premier appel, on se connaît, là je dois leur lancer par exemple dans 15 jours. Après, il y a moyen de mettre des petites automatisations derrière pour dire que dès que je le passe de cette carte-là à cette carte-là parce que je viens de l'avoir au téléphone, dans 15 jours, il y a un email qui se déclenche par exemple. Et là, on peut aller un petit peu plus loin, mais ça peut partir d'un simple Trello. Donc Trello, pour expliquer un peu ce que c'est une app de gestion de projet sur lequel on vient juste mettre des cartes et on peut venir jouer sur ces cartes très facilement. Et ça peut servir à plein de choses, dont la prospection. Donc moi, c'est ce que j'utiliserai au départ. Après, Moi, j'utilise Trello au quotidien, j'adore. Mais si je peux ajouter, pour aller chercher et alimenter ton Trello et tes listes. Alors, il faut savoir que Adrien est la personne la plus organisée que j'ai jamais rencontrée. Donc, je pense qu'il s'éclate. Trello, j'adore. Franchement, c'est génial. Mais très bien. Pour revenir sur de l'automatisation, Adrien, parce que tout le monde n'est pas aussi organisé que toi. Moi, j'utilise. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais de l'automatisation sur LinkedIn, ou effectivement avec des outils qui créent des scénarios pour toi. Et donc, pour ne pas citer, c'est pas bien. Tu utilises lequel? Prospecting. Bah, moi aussi. Enfin, pas moi personnellement, mais mes sales utilisent Prospecting, bien sûr. Donc, bon, si vous êtes dans mon réseau et que je vous ai envoyé un message... C'était pas toi. Si, c'était moi. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas aussi assidu qu'Adrien pour suivre des fichiers, parce qu'il faut savoir que lui, il gère tout, voilà, toute sa vie dans des outils. En fait, c'est ta passion. Après, je crois que Prospecting est très axé sur LinkedIn. Ouais, par contre, c'est de la prospection LinkedIn. Enfin, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. C'est un package... Il faut avoir du gros level déjà sur LinkedIn. Ouais. Pour, et t'as Phantom Buster aussi qui est un peu plus large. Mais ça, Phantom Buster aussi qui existe, ouais. Et qui est pas mal. Après, si je peux, comme tu dis, je sais pas si c'est bien ou pas, encore ça dépend du niveau d'engagement. Est-ce que tu as besoin pour ton business d'avoir plein de clients et donc plein de leads entrants, ou alors c'est un contrat, ça va te prendre, un contrat avec un client va te prendre beaucoup de temps derrière. Dans ce cas-là, on en revient encore à cette question de contexte et de volume. Nous, dans notre cas, c'est vrai que toutes les personnes faisant de la comptabilité sont susceptibles d'être nos clients. Donc, Prospecting, c'est idéal. Et quand on veut des contacts ultra ciblés, on utilise un autre outil dont je connais très bien le fondateur, parce qu'on a été voisins de bureau pendant un moment, c'est Casper. Je ne sais pas si vous connaissez, mais... Julien, toi, tu utiliserais quoi en termes de CRM prospection? Encore une fois, je me remets dans le contexte local. Moi, aujourd'hui, CRM, c'est notre outil préféré à tous ici, c'est Airtable. Pour ceux qui ne connaissent pas Airtable, c'est... comment ça s'appelle le truc qu'on n'aime pas? Ah oui, Excel. Mais Excel en plus sexy. Donc ça permet, effectivement, on en retrouve ce tableur et tout, mais c'est plus malléable, plus ludique et tout. Et effectivement, ça peut servir de base de données pour suivre l'échelonnage de contact qu'on a avec son client, pouvoir le qualifier et ensuite savoir à quel moment on lui envoie un mail, soit de contact, un mail de commercial, un mail de relance ou autre. Donc oui, la suite Airtable, Zapier et X outils de gestion de mail, ça fonctionne très bien. Ouais. Alors, il faut savoir qu'ici, on mange beaucoup du Airtable, tous les jours, on est dedans. D'ailleurs, coucou à Jordan. Oui, coucou Jordan. Et j'ai lancé une série de workshops justement pour faire de l'initiation à Airtable, parce que l'outil, je ne dirais pas qu'il est sexy. En fait, il a l'air simple tant que tu ne connais pas toutes les fonctionnalités qui te permettent tout ce qui te permet de faire. Justement, moi, je trouve que c'est la facilité d'accès à ces fonctionnalités qui le rend encore plus sexy. Facile, c'est ce que tu dirais? Oui, vraiment. Rien que le fait de pouvoir modifier la vue grille, la faire apparaître en carte ou en formulaire et autres, je trouve ça vraiment sexy, sans compter toutes
toutes les améliorations qu'il y a eu durant les vacances. Oui, parce qu'ils ont intégré de l'automation dans Airtable au mois d'août. Du coup, maintenant, on s'éclate à faire D'ailleurs, on utilise Airtable pour la base de données de Flash. Alors, donc, voilà, on a un petit peu automatisé tout ça avec entièrement. Donc tout le process C'est est... du no-code. C'est vraiment du no-code, c'est du Webflow en front. Donc ce qu'on voit, MemberStack pour gérer un peu la connexion, Airtable en base de données. Est-ce qu'on ne dirait pas que depuis Enfin, j'ai jamais autant entendu parler de Airtable. Est-ce qu'on ne dirait pas que là, en 2020, c'est l'outil no-code à maîtriser, à intégrer dans ses process? En tout cas, je ne sais pas si c'est Airtable, mais en tout cas, le no-code en général, les GAFA investissent pas mal. Il y a Intergromat ou Gromat qui s'est fait racheter pour 100 millions. Intergromat ? Ouais, qui s'est fait racheter là pour 100 millions de dollars. Et les outils no-code se font racheter en ce moment et les GAFA se lancent dedans en tout cas. Ok, bon, prochaine question, c'est quelle solution de paiement est adaptée pour nous dans les DOM lors de la création d'un e-commerce? Ça, c'est une très bonne question parce que ça peut être un casse-tête, un vrai casse-tête quand on se lance dans le e-commerce dans les DOM. Parce que la première solution que tout le monde te donne quand tu te balances sur une plateforme e-commerce, ça va être du Stripe en général. Et Stripe n'est pas accessible dans les DOM. Donc, il y a des autres options pour ça. Et je pense que tu es le plus apte à parler de toutes les solutions. Celle qui a le taux le plus intéressant en termes de commission, c'est Molly, qui a 1,2%. Le moins cher. Ouais, le moins cher en termes d'e-commerce. Si on veut faire une marketplace, il y a MangoPay, qui est utilisé sur pas mal de plateformes aux Antilles. En termes de sécurité et que tout le monde connaît, beaucoup de gens ont un compte par exemple PayPal aussi. Sinon il y a PayGreen, PayPlug aussi qui est intéressant. Et voilà, c'est ceux qui me viennent en tête tout de suite là. Ouais, moi j'ai utilisé PayPal donc qui marche mais qui peut être un petit frein aux clients parce que tu as une création de compte qui doit être faite à l'entrée. J'ai commencé avec PayPlug et pour l'instant c'est une solution qui me paraît simple et facile d'utilisation et facile à mettre en place. Et PayPal, non, bah c'est tout. Alors moi je voudrais juste dire que c'est un sujet qui me tracasse beaucoup. En fait pour moi le vrai problème c'est qu'il faudrait une solution locale en vrai et que les banques locales puissent ouvrir leur chakra et que qu'un porteur de projet puisse mener ce projet de développer une vraie solution de paiement locale connectée en accord avec les banques locales en fait. Et si quelqu'un dans l'audience entend ce message, n'hésitez pas à venir nous voir chez GoGoGo Studio, on est prêt à vous accompagner pour ça. Donc voilà. Non, c'est vrai qu'on est un peu limité. En termes de solutions, souvent Stripe est toujours intégré et c'est vrai qu'on doit. Bon. C'est ça. Bon, une question par rapport à iPayzat. Donc Loïc, je lui avais dit c'est quelqu'un à qui j'ai parlé aujourd'hui, je ne sais pas s'il est là. D'ailleurs, j'ai manqué à tous mes devoirs. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, super. Est-ce que vous voulez poser votre question directement à Anne-Sophie ou je la pose pour vous? Il va la poser, il est là. Je vous donne le micro. Voilà, bonsoir Anne-Sophie, bonsoir tout le monde. Bonsoir Loïc. Oui, bonsoir tout le monde. Anne-Sophie, bonsoir. Bonsoir. La question que j'ai posée à Florence elle est très simple. Hein. Est-ce que quand on veut adhérer, il faudrait peut-être envisager de démarrer, par exemple, comme font les exercices comptables, en janvier? C'est pas nécessaire en fait. J'expliquais à Florence tout à l'heure effectivement que d'abord on a des sign-up, on a des adhésions, je crois qu'on a une trentaine par jour. Donc on voit bien que c'est pas un frein. On va faire notre acquisition digitalement, donc de manière classique sur Google, etc. Et donc on a des clients qui nous rejoignent tout au long de l'année. Et en fait, quand vous adhérez, vous pouvez paramétrer en fait la récupération email et facture
Il suffit de rentrer les dates qui vous intéressent. Et vous pouvez redémarrer, par exemple, aujourd'hui, admettons que vous rentrez chez vous et vous installez le logiciel, eh bien, vous pouvez dire « je veux récupérer mes factures depuis le 1er janvier 2020 » et on va récupérer vos factures depuis le 1er janvier 2020. Si vous me dites « je veux récupérer depuis… j'ai mon contrôleur fiscal qui m'a appelé et je dois ressortir mes factures depuis 1er janvier 2019 », eh bien, vous rentrez 1er janvier 2019 et il va vous récupérer toutes les factures disponibles sur vos espaces fournisseurs et dans vos boîtes mail. Évidemment, les facturettes papier, on n'est pas magicien, on ne pourra pas vous les récupérer s'ils sont déjà passés à la machine à laver. Voilà. Mais autrement, pour le reste, on saura le faire, il n'y a aucun souci. Voilà. Est-ce que Loïc, cette réponse vous convient ou vous avez encore des réserves? Oui, j'ai entendu 2019. On peut aller plus loin. Si, on peut aller. En fait, il n'y a pas de limite. À partir du moment où votre boîte mail, elle était existante, ça va prendre un certain temps, par contre. Je vous préviens, ça risque de mouliner un petit peu. Il ne faudra pas nous disputer sur la lenteur de chargement, ce ne sera pas de notre faute. Mais effectivement, on peut aller chercher vraiment... il n'y a pas de limite, en fait. Du moment que votre boîte mail était existante au moment... à la date que vous demandez... Oh, alors, il n'y a pas de problème. On peut... Mais votre contrôleur, il ne va pas remonter 25 ans en arrière, donc c'est bon. Ah, oui, effectivement, c'est... Oui. Ça va beaucoup mouliner. Alors, Julie qui nous demande comment digitaliser mon service de comptabilité classique. iPesat. Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Ça, c'est bon, on a déjà répondu. Alors, Maxime, je souhaite de plus en plus m'occuper moi-même de la comptabilité de mon entreprise. À l'heure actuelle, je passe par une équipe comptable, mais ces derniers sont souvent débordés par leur charge de travail. Je suis souvent confrontée à un manque de professionnalisme de leur part. J'aimerais vraiment prendre en main cette gestion, mais je n'ai aucune connaissance dans ce domaine. Quels conseils pourraient m'être utiles? Pas de problème. iPedat est vraiment l'outil sur mesure pour pouvoir s'investir dans la gestion de son entreprise. Ce n'est pas un aspect qu'on peut négliger parce qu'avoir une vue en temps réel de sa situation comptable, ça permet de prendre des bonnes décisions au bon moment. Donc, notre outil permet ça. Quand on collabore avec un comptable, on lui transmet ses justificatifs en fin de mois. Souvent, il nous envoie une situation 15 jours, 3 semaines plus tard, c'est-à-dire qu'on a une vision à 1 mois et demi en arrière. Ça a moins de sens pour prendre des décisions, on va dire. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait mis au point un outil de pilotage de trésorerie qui s'appelle Trésor by iPedat, qu'on retrouve sur l'URL trésor.io. Cet outil, il est vraiment super pour les entrepreneurs qui veulent vraiment s'investir dans leur compta parce que ça permet d'avoir cette vision et c'est très ergonomique, c'est très visuel. Ça permet vraiment de suivre les investissements. Exactement. Exactement. En revanche, on ne pourra pas se dispenser d'experts comptables. Il faut juste trouver un expert comptable qui est prêt à s'investir sur ce type d'outils. Et nous, on en a une liste. On a des experts comptables partenaires. Et effectivement, autrement, si l'expert comptable, vous souhaitez garder le même expert comptable, nos équipes appellent l'expert comptable et le forment pour qu'il utilise iPedat. Ça, on fait cette démarche à chaque fois. Justement, je voulais rebondir sur la partie formation. Dans la question, il dit « J'aimerais vraiment prendre en main cette gestion, mais je n'ai aucune connaissance dans ce domaine. » Est-ce que dans l'onboarding de iPedat, il y a un petit volet formation pour les totales Alors, je tiens à préciser que dans mon e-book, si j'avais mis les moins par rapport au test que j'ai fait dans la solution, parce que j'ai mis des moins à tout le monde, c'était que la prise en main n'était pas particulièrement intuitive. Je suis parfaitement d'accord avec toi. On est vraiment performant sur la technique de récupération, l'OCR, etc., etc. On va dire que le design, l'UX du produit, c'est vraiment notre point utilisateur. Exactement. C'est vraiment notre point de faible à la base.
on essaie d'y remédier. On fait des améliorations quasi mensuellement. Je pense qu'on va arriver à terme à un outil vraiment beaucoup plus ergonomique. L'outil, il est jeune aussi. Hein. Il a 3 ans, effectivement. Et on va combler ces manques par le Product Tour mis en place par Intercom. Donc on a un outil d'accompagnement qui nous permet de faire des petites vidéos, des petits tutos. Et effectivement, j'ai aussi des personnes au support qui appellent. Il y a 3 appels en fait. Dans les 14 jours de trial, il y a 3 appels de programmés. On m'a appelé un jour à 4h du matin pour me demander si j'avais bien fait mon Alors oui, ils ont une méconnaissance du territoire et j'essaie de... Des fuseaux horaires surtout. Exactement. Alors j'essaie de les... Quand je vois passer des sign-up, parce que sur mon Slack, je vois tous les sign-up clients, quand je vois passer les sign-up des clients, effectivement, et que je vois qu'il y a de la Guadeloupe, il y a de la Martinique, et il y en a de plus en plus, je vous remercie. Ce soir. Et bien, effectivement, maintenant ils sont briefés, ils savent qu'il ne faut pas vous appeler avant 14h heure française, comme ça on vous laisse un peu tranquille. Mais effectivement, il y a ces rappels qui sont mis en place pour l'utilisateur, donc l'entrepreneur. On le fait également quand il y a une office manager, quand il y a une assistante comptable, quand il y a un DAF. On onboard vraiment tout le monde. Et on onboard également l'expert comptable et les collaborateurs comptables. On a 2 équipes distinctes qui ne parlent pas le même langage et qui s'adressent vraiment aux 2 populations. Alors du coup, Régis, tu avais une question. Est-ce que je la pose ou est-ce que tu veux la poser? Alors la question de Régis, c'était: est-ce que iPaySat permet une classification analytique des dépenses pour aller vers du contrôle de gestion et du pilotage financier? Oui. Oui, c'est l'utilisation plus élaborée d'iPayDat. On va dire qu'on a 70% de nos clients qui ne l'utilisent pas. Mais effectivement, c'est ce que j'en ai déjà parlé vraiment brièvement ce soir. On peut importer son propre plan comptable et donc avoir une imputation avancée de toutes les dépenses. Donc oui, c'est parfaitement possible. On peut avoir une utilisation vraiment simpliste d'iPayDat et une utilisation avancée. C'était vraiment le but, c'était de faire le pont entre le néophyte et l'expert. Voilà. Est-ce que ça te convient? Super. Alors, question, Lisa, comment améliorer ma gestion en m'aidant du digital, Adrien? Bonjour Lisa. Question très, très large, donc très généraliste, donc on va essayer de répondre du mieux qu'on peut, mais ma gestion en m'aidant du digital, déjà le digital peut apporter beaucoup dans la gestion au quotidien. Moi, la première chose que je dirais, et ce que je fais, c'est que j'ai mon tout premier outil, ça reste quand même Google Drive, où j'ai tout qui est tout bien rangé. Dès que j'ai un document qui arrive, en fait, j'ai rarement des documents qui traînent sur mon bureau. J'en ai presque jamais parce que dès qu'il y en a un qui arrive qui est physique, j'essaie d'en avoir le moins possible physique, mais on en a quand même en physique. Je le scanne avec mon téléphone directement et je le classe dans mon fichier Google Drive. Avec ça, en fait, j'ai tout mon business et tout ce que j'ai besoin tout le temps, même pour ma vie perso qui est tout le temps dans ma poche. Et des solutions que je dis tout le temps, c'est on était à la bibliothèque la fois dernière du Gosier et on devait s'inscrire pour inscrire le petit et ma femme dit ah bah c'est pas grave, on devra revenir mercredi prochain parce qu'il faut un justificatif de domicile. Là je suis mais pas de problème. Tac, tac, justificatif de domicile et il était là. Et donc, en fait, ça aide dans la vie perso comme dans la vie pro. Moi, c'est la première chose que je ferais, c'est vraiment de digitaliser tous mes documents et d'avoir vraiment un Google Drive vraiment bien rangé. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi vous aimez autant Google Drive, parce que moi, je suis team Dropbox. Et en fait, j'ai jamais besoin... Le problème avec Google Drive, c'est que tu as toujours besoin de charger ton document. Il se trouve que tu es quelque part où tu n'as pas de connexion Internet, tu n'as pas accès à ton document. Ce qui ne m'arrive jamais chez Dropbox. Si, je crois que Google Drive maintenant donne accès hors ligne aux documents.
Et puis, de manière générale, pourquoi Google Drive? Parce que c'est la suite Google, en fait. C'est tellement plus facile. C'est relié. Oui, mais c'est moi, pas... moi, je suis vraiment une aficionados tardive. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu me convertir à la suite Google. J'aime pas Dropbox, ça c'est clair. Mais on peut l'installer un local sur le bureau, c'est génial. Mais j'avoue que pour collaborer à plusieurs, nous on fait énormément de contenu. On publie 4-5 articles par semaine. Je corrige absolument tout ce qui sort de communication, d'articles, de posts. Comment on peut suivre autant de productions c'est impossible. C'est aussi impossible de me convertir à Google Drive. Donc, on n'essaiera pas. Donc on passe à la prochaine question. Ces outils numériques sont-ils ouverts à tous les secteurs d'activité et à la restauration, plus particulièrement food truck restaurant? Est-ce que Julien, tu penses que tu peux répondre à cette question? On a parlé beaucoup d'outils. Alors, après, juste, je pense que les outils numériques en règle générale, je pense. C'est la base. Enfin, je pense que même la personne qui a posé la question, je pense qu'elle a au moins une page Facebook ou un compte Instagram. Et ça, c'est déjà une première vitrine quelque part. Après, on peut pousser un peu plus loin et parfois sans se compliquer la vie. Oui, si vous avez repéré un client régulier, que vous leur demandez son numéro de téléphone et tout, vous pourrez l'ajouter sur votre liste de diffusion WhatsApp et lui envoyer par exemple le menu du jour ou lui offrir une réduction parce que voilà, c'est un client régulier. Les gens en Guadeloupe, les usages font que WhatsApp reste number one de l'application, en termes d'application. Donc des fois, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. Si on veut aller plus loin, on peut repasser sur les outils qu'on a cités un peu plus haut, sur Airtable. Voilà. Ou même tout ce qui est lié à la prospection et tout. Mais pour moi, un food truck, par exemple, Instagram, avec un bon suivi de ses clients et WhatsApp pour communiquer avec eux, ou même sur Instagram, ça peut déjà le faire, quoi. Et si je peux ajouter quelque chose, parce qu'on est dans la food truck et restauration, juste c'est peut-être ce que tu allais dire, un Google My Business. Donc, Google Maps, en fait, c'est facile à mettre en place. Ça se met en place en quelques clics. C'est gratuit. C'est gratuit. Et on peut juste trouver super facilement et justement générer du trafic directement dans le restaurant très facilement et enlever plein de freins qui peuvent être est-ce que c'est ouvert, quels sont les horaires, où est le menu. Pourvu qu'il soit mis à jour. Et voilà, par contre, quand on fait ça et quand on commence à faire ça, c'est qu'il il faut bien le faire, il faut qu'il soit à jour, que le numéro de téléphone soit bon, qu'on soit joignable dessus, ça demande quelque chose. Mais donc c'est un des premiers outils du numérique qui est facile d'accès, facile à mettre en place, que moi je mettrais. Moi je ne vais pas dans un restaurant sans avoir regardé les reviews. Forcément. Moi je suis allé dans un restaurant une fois en Guadeloupe. Et ils avaient un outil de gestion de salle automatisé, connecté, et qui fait qu'un un serveur pouvait nous servir et après une autre personne pouvait venir et savoir exactement ce dont on avait besoin. Et du coup, c'était hyper fluide, c'est allé très très vite. Et c'était un système de caisse? C'était un système de caisse, tout ça était géré et ça allait vraiment très très vite en fait. Okay. À peine la commande passée, appuyée, c'était déjà en train d'être préparé. Ça change du papier où on écrit tout et du coup les serveurs pouvaient se passer la main et savoir exactement où on en était. Okay. J'ai envie de rajouter une petite anecdote. Il y a quelques semaines, on a vécu une période intense de Covid, mais on y est toujours. La plupart des restaurateurs ont switché sur de la commande à emporter, notamment via des appels. C'est bien, c'est la première action à mettre en place pour être réactif, mais l'inconvénient des appels, c'est qu'on peut rarement en prendre plusieurs, et pendant qu'on traite un client qui parfois ne comprend pas ce qu'on lui dit, prend du temps à choisir son menu, peut-être qu'il peut y en avoir 2-3 derrière qui essaient d'appeler, et du coup on est injoignable, et du coup ça fait 2-3 clients qu'on perd. Donc à ce niveau-là, peut-être une appli, un système de réservation en ligne, ça peut très bien faire l'affaire. Le but étant que les clients qui n'arrivent pas à joindre par téléphone, dans le cas que j'évoque, puissent commander en ligne. Et comme ça, c'est de la rétention. En plus, c'est des clients qu'on ne perd pas et qui passent commande en fait. Donc voilà.
Voilà aussi, voilà, l'avantage du digital, c'est que les gens sont amenés à rentrer leurs informations, donc au moins une adresse mail ou un numéro de téléphone, et à partir de là, on peut rentrer dans du CRM, de la gestion client. Donc, voilà. Pour pousser le truc un peu plus loin, il y a une boîte, une start-up à Paris qui arrive à très bien gérer son stock, c'est-à-dire que le matin, on passe la commande entre 11h et midi ou 13h, je sais pas, ce qui fait qu'au final, cette boîte-là, c'est un restaurant en ligne, qui fait qu'elle n'a pas de stock, parce qu'elle sait exactement ce dont elle aura besoin et commande exactement ce dont elle aura besoin pour cuisiner, ce qui fait que, au final, elle contrôle entièrement son stock, et voilà, tout simplement. Cette boîte s'appelle Nestor, si vous voulez aller regarder. Je suis étudiant. Comment le digital peut me permettre de gérer un business à côté de mes études? Alors, Airtable. Déjà, qu'est-ce quand que tu on fais, est Alex? étudiant aujourd'hui, je pense que maîtriser le digital, c'est un impératif. Et ça, c'est déjà le premier conseil. Après, il faut réfléchir effectivement au projet, si c'est compatible avec J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de side projects qui naissent comme ça, de side business que les gens créent. Donc, ils ont un business principal. Moi, par exemple, j'ai créé Tadam, qui est un secrétariat virtuel, qui est complètement mon side business, qui est amené à travailler tout seul. Et une fois qu'on l'a mis en place entièrement nos codes, il vit tout seul. Donc, une fois qu'on a des notions de nos codes, je pense qu'on peut être amené à gérer n'importe quel business, un side business, parce que si Alex fait ses études, a priori... De toute façon, une bonne organisation, et notamment via les outils digitaux, c'est capital si on veut mener plusieurs activités de front. Moi, je suis dans le même cas que toi. Je suis en train de lancer l'école digitale en Guadeloupe. Et effectivement, c'est pas concevable de ne pas utiliser d'outils pour optimiser son temps, pour automatiser certaines tâches qu'on n'a pas envie de faire, en fait. Donc ça, c'est... Et sinon, si on se lance en tant qu'auto-entrepreneur freelance, il y a Flash, donc my-flash.co, qu'on a lancé aujourd'hui. Et du coup, on ne l'a pas lancé aujourd'hui, on a fait la refonte aujourd'hui. On travaillait déjà avec des freelances, des entreprises, des agences, des boîtes en métropole aussi. Si on veut, on est en Guadeloupe, en Martinique, et qu'on veut par exemple avoir des missions de la métropole, c'est l'objectif en fait. Et peut-être même aller plus loin, après aller chercher les boîtes aux États-Unis, puisque les devs là-bas sont assez chers et on est à peu près sur les mêmes fuseaux horaires. Mais ce n'est pas destiné uniquement aux étudiants. Pardon. On a des seniors, des intermédiaires et de tous les niveaux en fait, autour de la tech. Voilà. Donc si on peut... Il faut boire là. Si on peut suivre un peu, parce que là du coup on a fini les questions. J'ai pas demandé s'il y avait des questions. Non, personne n'a des questions. Des questions dans la salle? Du coup, par rapport au lancement de Flash, enfin, à la refonte de Flash, moi je dis toujours à mes clients qu'il y a 3 axes pour gagner du temps. C'est les outils, l'automatisation et la ressource, donc la délégation. Et on peut vraiment considérer que Flash, c'est une ressource additionnelle qu'on peut avoir en termes de gain de temps. Et pour partir sur la dernière partie de notre live, savoir comment on travaille, nous, de nos côtés, en tant qu'entrepreneurs, sur quels outils. J'aimerais bien que tu nous racontes sur quels outils se base toute ta gestion de Flash pour la gestion, juste pour que tu puisses nous dire que tu fais du Airtable. Ok, en fait, on a commencé avec Flash par rapport à Jobla. On avait vu qu'il y avait un type de contrat qui se démarquait, qui était le freelancing. Donc on s'est dit, bon, on va se spécialiser on va tester en fait ce marché-là. Et ça a bien fonctionné. On a eu on a mis en relation des freelances avec des entreprises. Donc on avait juste, je veux coder une petite page reliée à un Airtable, un formulaire, ça tombe dans Airtable. On analyse la demande et après on contacte l'entreprise, sauf qu'on avait un process, c'était très très mal organisé. Aujourd'hui on a repensé tout ça, Airtable est fait pour ça justement. Et donc là, on a exploité Airtable au maximum. Et du coup, Airtable nous sert de base de données, de relance aussi, d'automatisation de mail. On fait plein de choses avec Airtable en fait. Surtout quand on peut le connecter à d'autres outils. On l'a connecté à Memberstack, on l'a connecté à Webflow. Au final, pour commencer, pour
commencer un projet, c'est l'idéal en fait. Jordan dirait qu'on peut simplement pas faire le café avec du Airtable. Du coup, toi, Julien, par rapport à GoGoGo Studio, comment tu t'organises en interne, avec quels outils? En interne, on utilise les mêmes outils qu'on utilise pour nos clients, à savoir principalement Airtable, Webflow et Zapier. Airtable, voilà, on en a beaucoup parlé, c'est vraiment pour tout ce qui est gestion de données, base de données, par exemple pour faire un CRM. Webflow, c'est un outil no-code qui permet de faire un site internet. Donc la plupart des gens connaissent WordPress et autres. Webflow laisse quand même plus de marge pour designer son site internet. Et Zapier permet de faire la connexion entre les deux outils, entre Airtable et Webflow. Concrètement, aujourd'hui, je fais mon site sur Webflow, je crée un formulaire. Les données que le visiteur va entrer dans le formulaire seront balancées sur Airtable grâce à Zapier. Zapier fait vraiment le pont entre Webflow et Airtable. Et voilà, donc du coup, chez GoGoGo Studio, notre cœur de métier, c'est vraiment pouvoir prototyper une solution digitale. Aujourd'hui, depuis le Covid, on voit un essor fantastique des applications, marketplace et autres. Le budget d'une app, c'est, on va dire, minimum 20 000 €, voire plus. Aujourd'hui, grâce aux outils qu'on emploie dans notre agence, on propose des tarifs plus attractifs. Donc, et grâce à une méthodologie, donc voilà, on est capable de proposer des tarifs plus attractifs. Donc, voilà. Ce matin, j'ai eu une conversation avec Anne-Sophie sur j'arrivais pas à comprendre comment elle faisait pour gérer autant de choses tout en étant DG d'une grande boîte. Et en fait, elle m'a parlé d'un outil intéressant que nous, on utilise justement chez Jobla pour recevoir... non, c'est sur Flash pour recevoir l'émission, c'était Slack. Et j'aimerais bien que tu expliques un peu. Slack, c'est un outil de communication inter-entreprise. Mais pas seulement, parce qu'on peut aussi l'utiliser pour créer une communauté. Par exemple, nous, on va lancer la communauté iPadDat. Tous les utilisateurs vont être invités sur un Slack. Donc Slack, en fait, on crée des channels avec des sujets, donc des chaînes avec des sujets. Et ce qui fait qu'on ne perd pas le fil de la conversation. On a pour chaque sujet toute l'historique. Et ça permet vraiment d'animer la discussion. On peut effectivement avoir des discussions à plusieurs, avoir des discussions en privé avec les collaborateurs. Et ça permet vraiment de maintenir le lien. Quand on veut travailler à distance, vous voyez, aujourd'hui, je suis en Guadeloupe. Je suis en Guadeloupe pour 15 jours pour un side project, parce que je lance cette école digitale. Eh bien, je ne suis pas déconnectée. Je me lève à 5 heures. Je travaille avec mes équipes qui sont à Paris jusqu'à 14 heures. Et après, j'ai mon après-midi pour aller à la plage, et puis l'école, et puis plein d'autres choses. Donc voilà. Juste pour rebondir sur Slack, effectivement, c'est très bien aussi pour les notifications, vu qu'ils ont l'application mobile. Tout à fait. Permet de savoir quand est-ce qu'on a reçu. On répond tout le temps. Donc ça, c'est bien. Mais moi, c'est pas ça, c'est vraiment mon outil chouchou. Trello en fait partie également, et on peut connecter en plus les deux, donc c'est formidable. Ça veut dire que dès qu'il y a une notification, j'ai un collaborateur qui a travaillé sur une des cartes, il me signifie qu'il a fait telle ou telle tâche, j'ai une notification dans Slack, ça c'est super. J'ai un client qui fait un sign-up, j'ai une notification dans Slack. J'ai un paiement sur Stripe, j'ai une notification sur Slack. Pour moi, c'est vraiment ma tour de contrôle en réalité, hein. Donc c'est vraiment génial. Du coup, en termes de notification, c'est pas... Ça, il faut demander ça à mes enfants et à mon mari. Mais ça bip pas mal, ouais. Mais on peut mettre en sourdine. On peut paramétrer, en fait, des heures de déconnexion, ce qui permet de garder une santé mentale intacte. Voilà. Mais il y a plein d'autres outils. Moi, c'est pas une grande entreprise. On est 23, je crois, exactement. Mais on gère pas mal... On gère pas mal de clients. On utilise plein d'outils pour optimiser notre temps. On utilise Aircall pour les appels. Ça, c'est super.
Pourquoi c'est super? Parce que ça permet d'avoir un point d'entrée, de pouvoir tout centraliser tous les appels, de les connecter à Intercom ou à HubSpot, donc qui sont des CRM. C'est magnifique. Je suis dans le métro, je vais écouter les calls de mes sales pour voir si ils ont toujours le bon discours. Je ne dis pas que je le fais tout le temps, mais en tout cas, je peux vérifier qu'il y a une certaine qualité dans la prise en charge de mes clients. Ça, c'est super. En base de données, par exemple, nous, on utilise Nuclino. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai jamais entendu parler. C'est pas Airtable? Non. Nuclino, ça va être plus pour créer du contenu. Et par exemple, quand tu veux faire un manifeste sur ta boîte, quand tu veux vraiment écrire les fondamentaux de ton concept ou des choses comme ça, c'est plus pour de l'écriture. Et c'est accessible à la totalité de la boîte. On va décrire tous les process d'intégration d'un nouveau collaborateur, des choses comme ça, vraiment qui nécessitent de l'écriture. C'est super, je vous invite à aller découvrir, c'est top. Voilà, on utilise plein d'outils. C'est dans notre ADN d'utiliser des outils. On teste. Là, par exemple, il y a un nouvel outil qui est top, que j'ai testé cette semaine sur la recommandation de mon mari. C'est Mojo. C'est un outil qui retranscrit les calls. Et c'est top parce qu'en fait, ça permet de mettre des tags sur des mots interdits. Moi mes collaborateurs, il y a des mots, je ne veux pas qu'ils les prononcent dans les appels. Ouais. Comme Donc, quoi, comme mot, par exemple? Des mots négatifs ou des petits. Genre, je ne veux plus entendre le mot petit. Je vais vous faire une petite démonstration, une petite explication, Mais non, tu fais une grande explication. Tu expliques correctement. Donc, c'est des trucs comme ça, des tics de langage qu'on veut ôter, des mots négatifs. Et par ailleurs, il y a des mots positifs ou des mots qui font partie de notre trame d'appel, qui font partie de notre ADN. Je veux les entendre prononcer. Et ces mots-là, on peut les taguer également. Et comme ça, j'ai la certitude que mon collaborateur va respecter en fait la trame d'appel et l'ADN de la boîte. Donc ça, c'est important parce que c'est vrai que quand on commence à scaler, quand on commence à avoir du volume, ben c'est difficile de maintenir sa qualité, c'est difficile de maintenir sa volonté en tant que dirigeant. Et c'est un peu compliqué en fait. Donc, il faut s'aider d'outils. Et à tous les niveaux, ça va être du démarrage, parce que moi, je suis arrivée, on était 5, et on avait très peu de clients. On n'avait quasiment pas de trafic sur le site. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était une petite structure, et là, on a vraiment la sensation de participer au décollage d'un truc incroyable. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est justement ce que je veux transmettre au sein de l'école. On n'a pas vocation, on ne peut pas tout apprendre en fait, on apprend tous les jours. Ce qu'il faut faire, c'est s'éveiller et savoir où aller chercher les informations, s'entourer des bonnes personnes qui ont le même état d'esprit et plutôt raisonner en solution qu'en problème. Il y a des solutions à tout. Je suis d'accord. Totalement d'accord. Du coup, Adrien, toi, pour ta gestion d'entreprise, et pour moi, je sais que tu gères ta vie de famille, ton family management comme ton entreprise. Tu utilises quoi exactement comme outil? On a déjà parlé beaucoup de ce qu'on utilise, mais je pense que tu fais référence à gérer mon déménagement sur Airtable. Tout à fait. Donc, j'ai en effet, je me suis servi de Airtable pour gérer mon déménagement, voir tout ce que j'avais à vendre et être notifié quand il y avait des choses qui prenaient un peu trop de temps, tout ça. Mais du coup, ça s'est bien fait. J'ai bouclé mon mètre cube et il était organisé parce que je savais tout ce que je mettais, combien de cartons et tout. Non, mais et puis, des outils, on en a cité. Je pense que là, si j'en cite plus... il y a Overdose, déjà, bravo à vous d'être encore parmi nous. Non, t'inquiète, ils dorment tous. Donc voilà, mais non, ce que je peux dire, avoir beaucoup d'outils, souvent on se prend beaucoup le chou sur quel outil je vais utiliser pour ça, mais franchement, à la base, c'est vraiment avoir quelle est ma stratégie.
Et une fois qu'on a une stratégie qui est clairement bien définie et bien rodée, là, aller chercher les outils et pas chercher les plus complexes, c'est justement chercher, ok, j'ai juste besoin de ça. Et bien ça répond parfaitement à ma question. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça sert à rien d'être stacké avec 600 outils qu'on a préconfigurés. Et alors, tu as beaucoup de clients? Bah non, je commence en fait. Oui, il faut choisir quand on en a besoin. Voilà, exactement. Et puis le nerf de la guerre, c'est quand même le business. Faut pas business se leurrer, is business. La compta, c'est bien. Les idées, enfin, je veux dire, les outils, c'est bien. Mais ce qui fait quand même bouillir la marmite, c'est le chiffre d'affaires. Tout à fait. Tu voulais dire quelque chose, Julien? Non, c'était un peu pour rebondir sur ce qu'Adrien disait. Généralement, la problématique liée aux outils, on peut l'observer dans les grands groupes où souvent ils peuvent déployer des outils qui, au final, ne sont pas utilisés par les employés. Bon, là, ça peut être lié à différentes causes, mais des fois, je me dis qu'il suffirait juste de mieux étudier le process que ces employés font tous les jours et adapter et apporter l'outil qu'il faut au bon moment pour faciliter, optimiser leur temps, des trucs comme ça, quoi. Donc effectivement, souvent les grandes boîtes déploient des grands outils à je ne sais combien de milliers d'euros, mais des fois de simples optimisations à des endroits très ponctuels sont beaucoup plus adaptés que des grands déploiements sur un grand champ d'action, quoi. Et finalement, c'est ce que je propose moi avec mes services, c'est de dire, ok, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fonctionnes? Ok, donc la solution qu'il te faut, c'est celle-ci, je la mets en place, je te forme là-dessus, et tu gères, quoi. Voilà. Bon, je crois qu'on est arrivé à la fin de ce live. Non, si c'était juste parce qu'on a entendu plusieurs fois école digitale, et comme je pense que ceux qui sont encore là sont potentiellement intéressés sur le sujet, je pense que ça peut être bien, si le temps le permet, de juste présenter rapidement, parce qu'on a entendu plusieurs fois école digitale sans trop savoir ce que c'est, donc je me disais que ça pouvait être le bon moment. Allez, je valide. Allez, l'école digitale, en fait, ça vient d'un constat très clair. En tant que dirigeante de start-up, on a des gros besoins de staff qu'on n'arrive pas forcément à pourvoir. Et je viens très, très, très régulièrement en Guadeloupe. Mon mari est guadeloupéen. Et je vois qu'il y a un fort taux de chômage, surtout sur les jeunes. Et l'idée, c'était que ces deux problématiques se résolvent en se rencontrant. Donc, j'ai identifié les métiers sur lesquels on avait des difficultés de recrutement. Customer Success, Community Manager, Web Marketer, Web Developer. 4 métiers sur lesquels j'ai monté avec mon mari, en fait, du contenu. On a fédéré une équipe de professionnels qui sont en poste dans des startups à Paris, mais également des gens qui sont ici, ou des gens qui ont grandi ici et qui sont partis monter des startups à l'étranger et qui vont revenir pour accompagner en fait les talents guadeloupéens qu'on va découvrir et qu'on va essayer de mettre soit en poste, soit les aider à entreprendre, ou bien également former les gens qui sont en poste en entreprise, parce que trop souvent, en fait, ils vont faire leur marché à l'étranger, en métropole, plutôt que de faire évoluer et de recruter au sein de leurs équipes les futurs managers, en fait. Et ça, c'est dommage. Donc, voilà, l'idée, c'est de bâtir, en fait, ce lien. On a aussi imaginé une formation très professionnelle, parce que moi, j'ai l'habitude, en fait, de recruter des profils très juniors, souvent des alternants, et j'ai pris cette habitude de les former, et d'où qu'ils viennent, n'importe quelle école, n'importe quelle origine, région, etc., on voit bien qu'il y a une inadéquation entre ce qu'ils apprennent à l'école et la réalité de l'entreprise. Il y a un décalage sur les programmes, les outils sur lesquels on les fait travailler, ils sont dépassés depuis 10 ans. Donc mon idée, c'est vraiment d'avoir des formateurs
qui sont en poste, qui sont des professionnels, pas en décalage avec la demande. Comme ça, quand on a une candidature, on est tout de suite opérationnel et on parle la même langue. Et ça, c'est hyper important. Et pour être encore plus intégré dans l'écosystème guadeloupéen, le territoire, on a envie en fait que les cas pratiques étudiés, les cas pratiques pour les élèves soient faits sur des structures qui n'ont pas encore les moyens de se payer des sites internet, qui n'ont pas encore les moyens de faire des ads Google, qui n'ont pas encore les moyens d'avoir un community manager. C'est gagnant-gagnant parce que l'entreprise va gagner en visibilité.
Donc avec Anne-Sophie qui parlait de l'école digitale qui sera lancée début janvier. Début janvier 2021. Oui. On travaille sur le recrutement des futurs élèves. Les programmes sont prêts. On a notre directeur pédagogique qui est également directeur pédagogique d'Epitech et de l'Effray. Donc quelqu'un qui est solide en termes de connaissances. Et puis tout un réseau de professionnels qui sont tous en start-up, tous en entreprise et qui sont hyper contents de venir nous aider sur le territoire pour transmettre en fait. Et voilà. Donc globalement, si tu rêves de travailler dans la FinTech, dans les grandes boîtes à la Défense, vous êtes à la Défense ? On n'est pas du tout à la Défense. On est dans le 13e à côté de Station F. Donc, si tu veux travailler dans la FinTech à Station F, tu vas dans l'école digitale pour te former au community management et tu atterriras dans la plus grande start-up. Voilà, c'est ça. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce live. On est vraiment désolé que ça se soit coupé comme ça. Peut-être qu'il y aura une deuxième édition, on ne sait pas. Hein. On avait dit... Ouais, je pense qu'il y a d'autres sujets à traiter. Il y a plein de sujets à traiter. 2-3 sujets bien sympas à traiter aussi. Voilà. Donc, moi, je voulais remercier infiniment Anne-Sophie d'être venue déjà, de nous avoir proposé... c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. C'est vraiment super d'être avec vous et de pouvoir mieux comprendre le tissu. L'écosystème. C'est super, vraiment. Voilà, donc je vous rappelle que là, on est au Spot Coworking, on est une association auquel vous pouvez adhérer pour devenir membre de cette association. On remercie nos sponsors également, qu'on a déjà remerciés au début, mais on va le faire. Donc notre sponsor principal, c'est Orange, EDF, ainsi que la MGPS qui nous accompagne sur la santé. Donc merci à tous et passez une bonne soirée. Merci.